Donc j'invite Michel Hervé à nous parler de son approche, président fondateur du groupe Hervé, vraiment inspirant dans la démarche humaniste globalement, mais je vais le laisser présenter ça beaucoup mieux que moi. Merci Michel pour être venu. Merci. Alors peut-être avant de commencer, peut-être revenir à ce qui nous paraît, à ce qui me paraît à moi essentiel, bien sûr, en tant que sociologue, c'est cette capacité que l'on a, si vous voulez, du contexte sociologique dans lequel on est. Excusez-moi d'être obligé de vous mettre ce précis à disposition pour vous dire que le mot bonheur vient du vieux français heure, E-U-R, qui veut dire augmenter. Nous sommes heureux à chaque fois que nous sommes dans une situation de croissance. Croissance, 3 dimensions de la croissance. Croissance de l'avoir, pour avoir du beau, du bon, du bien. Croissance de l'être et croissance de l'être aimé et d'être reconnu, c'est-à-dire avec les autres. Dans le problème de l'avoir, historiquement, on avait la force. On prend à l'autre par les armes. Hein, et dans le travail, c'était l'esclave. Et puis ensuite arrive la situation où on s'aperçoit que la force, c'est quand même dangereux, y compris pour celui qui gagne. Et à ce moment-là, on prend l'échange. Et on passe du guerrier au banquier. Et à partir de ce moment-là, on s'aperçoit que, à la Révolution française, on donne de l'avoir à un salarié en contrepartie du temps qu'il consacre à du travail. Le reste du temps, il est libre. Il n'est plus esclave. OK. Et puis ensuite arrive cette situation où l'individu a besoin, pour pouvoir vendre sa partie, son avoir, pour avoir son avoir, il n'a plus besoin de sa force physique. N'oublions pas qu'en 1840, nous avons fait une loi en France pour supprimer le travail des enfants de moins de 8 ans. Et que ce n'est qu'en 1882 que là, on a constitué le travail obligatoire, la loi Jules Ferry, pour les enfants de plus de 6 ans jusqu'à 13 ans pour avoir le certificat d'études. Vous êtes, vous, dans cette dimension qui n'est plus la force, qui n'est plus l'échange, mais qui est le petit doigt du savoir et du savoir-faire. Et ensuite arrive le XXe siècle où là, ce qui devient un élément important, et je l'ai noté à travers ce que vous disiez, c'est l'information. Et à ce moment-là, dans une certaine mesure, ce qui devient force, c'est le leader, la star. C'est toujours celui qui est dans cette dimension. Et le problème de demain, qui est pour moi le problème d'aujourd'hui, c'est que les individus n'ont pas seulement besoin d'avoir, mais ils ont besoin d'être. Et pour être, c'est-à-dire, comme le disait Nietzsche, le sentiment que la puissance croit qu'une résistance est une voie d'être surmontée, avoir une existence au-delà de l'existant. Et pour vos clients, c'est la même chose. Tout individu a besoin d'une existence au-delà de l'existant pour faire vie. Mais il a aussi besoin de la reconnaissance et cette dimension d'être avec. Et c'est là, naturellement, que dans mon entreprise, cette entreprise dont vous voyez là les petits points rouges, ce sont l'ensemble de nos 3000 salariés qui sont en contact avec l'environnement extérieur et qui vont avoir pour responsabilité, si je puis dire, d'être des entrepreneurs. Parce que ce n'est que lorsqu'on est en situation de passer d'une prise à l'autre, c'est-à-dire qu'on fait entreprise, que l'on a ce sentiment de créer. C'est la même chose que pour les artistes et pour les savants. La troisième dimension de la création, ce besoin de créer, on l'a lorsqu'on est entrepreneur. Passer d'une prise à l'autre. Et, bien entendu, le risque qu'on a, c'est qu'on apprend, qui vient du latin « apt », c'est-à-dire se casser la figure, c'est-à-dire faire des erreurs. Qui, dans cette salle, n'a pas appris de ses erreurs?
ou des erreurs des autres. Et ce n'est que parce qu'en latin, on dit « comme », c'est-à-dire avec prise, qu'ensuite on a la réussite. C'est parce qu'on s'est trompé que petit à petit, on apprend pour ensuite réussir et on a la joie de cette réussite. Le problème, c'est que très souvent, nous n'avons pas seulement besoin d'être un entrepreneur, mais nous avons besoin d'être un intra-entrepreneur, c'est-à-dire d'être avec les autres. Avec les autres dans l'entreprise, on a vu ce matin la DSI qui travaillait avec les autres dans la BPI, etc. Mais c'est aussi avec le client. Ce qui fait ce sentiment de reconnaissance, c'est de faire quelque chose qui va servir à votre client et qui va faire que vous allez avoir un échange. Alors le problème, c'est que cet échange, il peut se faire économiquement sous 3 formes. Celle sur laquelle on vous parle tout le temps, c'est le PIB. Faire du produit intérieur brut. C'est-à-dire, en gros, vous vendez votre prestation à votre client en tant qu'entrepreneur. OK. Sauf que là, vous allez être en compétition avec ceux qui, éventuellement, peuvent vendre le même produit que vous. Alors, il y a 2 autres économies. Celle qui était historique, avant même que l'économie marchande existe, qui était le don et le contre-don, comme dit Marcel Mauss. La possibilité de donner à quelqu'un qui se sent ensuite dans l'obligation, par reconnaissance, de vous donner en contrepartie. Le don et le contre-don, je vois des personnes un peu plus âgées que nos jeunes qui sont mariées. C'est ce qu'ils font avec leurs femmes, quand ils font la cuisine et qu'elle fait la vaisselle. Il n'y a pas d'échange marchand dans le don et le contre-don. Mais vous pouvez le faire aussi à un client. Si vous faites un don de quelque chose à un client, il va, lui, se sentir obligé de vous faire un jour un contre-don. Pas forcément de même nature. Ce n'est pas quelque chose qui se décide en euros. Et moi, j'appelle ça le PFB. Le partage, fraternité, bienveillance. Ce n'est plus le PIB. Partage, fraternité, bienveillance. Mais vous avez une 3e dimension de l'économie, qui est l'économie que faisait Marco Polo quand il allait au bout du monde pour rapporter des épices à sa famille qui était marchand à Venise. C'est-à-dire le PRB, le produit de rareté brute. Et quand vous avez du produit de rareté brute, la valeur de votre produit n'a pas de prix. Vous le vendez ce que l'autre a besoin d'avoir. Et c'est ça qu'apporte aussi l'entrepreneur. L'entrepreneur va chercher systématiquement à apporter quelque chose de nouveau. Que va-t-il apporter? Alors, vous allez me dire, en général, on apporte, bien sûr, dans cette société, on apporte un produit nouveau. OK. On a vu ce matin qu'on apportait aussi des process nouveaux. Et on peut voir aussi qu'on peut apporter une esthétique, mais qu'on peut aussi apporter quelque chose qui est dans l'usage. Et c'est ça qui est un élément extrêmement important non plus de votre savoir-faire, chers amis, mais de votre savoir-être. Parce que vous allez avoir besoin d'un 3e col. Le premier, c'était travailler physiquement. Le 2e, c'était travailler avec la tête, où vous faites un travail inductif de toute l'information qui vous arrive, et ensuite, ça vous permet, avec votre cortex, de faire un travail déductif. Mais ça, vous vous apercevez qu'actuellement, l'intelligence artificielle, les technologies de l'ordinateur sont en train de faire la même chose que vous, mais à des proportions encore plus supérieures, qui fait qu'ils peuvent se mettre en compétition, y compris dans un jeu de Go avec le numéro 1, le champion du monde du Go. Et donc, quelque part, de quoi nous allons avoir besoin? De la capacité abductive. La capacité abductive, c'est celle tout à l'heure que je vous ai montrée de l'entrepreneur qui va dans un monde qu'il ne connaît pas, qui n'existe pas. C'est tout ce que font les artistes. C'est ce que font tous les savants
Hein. Moi, j'ai fait un livre pour le centenaire d'Albert Einstein sur la relativité générale, hein, qu'il avait fait en 1915, et où là, tout d'un coup, il avait la possibilité de sortir de la dimension de la mécanique traditionnelle. Et donc, c'est cette dimension abductive qui va être notre futur. Et cette dimension abductive, eh bien, elle se fait avec notre intelligence émotionnelle. J'appelle ça le col rouge parce qu'en réalité, c'est le toréador face au taureau avec sa muleta. Vous sentez bien que pour qu'il ne se fasse pas encorner, il est obligé de prendre tout un tas de signaux faibles. Quasiment, c'est tout son corps qui se manifeste pour comprendre le taureau qu'il a en face de lui et pouvoir apporter une dimension supplémentaire. Hein? Un dompteur de lions me disait, moi, quand j'ai des lions en face de moi, j'ai un lion, je suis obligé de regarder tous les autres lions, car ils se comportent d'une manière différente en fonction des autres animaux qu'il regarde et qui le regardent. Donc cette capacité d'avoir cette intelligence émotionnelle, nous allons la développer à travers ce qui fait notre singularité. Car c'est notre singularité qui va nous permettre d'être aimés des autres et d'être reconnus par les autres. Et donc, nous allons avoir systématiquement besoin de cette capacité de coopération, alors que lorsque nous étions seulement que dans la dimension du marché, avec nos clients, nous étions dans la compétition. Nous étions en compétition avec les entreprises d'à côté. Là, nous en rentrons dans une société où il faut être en coopération avec le client. Comment on fait de la coopération ? Si je fais le produit que le client me demande, il va être content. Très bien. Et moi, chez moi, on ne fait pas ça. Ce qu'on demande à tous nos intra-entrepreneurs, hein, c'est de faire du ravissement. C'est-à-dire de sentir le produit que le client aurait aimé avoir, mais qu'il n'a pas demandé. Et là, vous êtes ravi. Vous n'êtes plus content seulement, vous êtes ravi. Et ce ravissement crée une relation humaine supplémentaire entre vous et l'autre, c'est-à-dire et votre client. Mais c'est la même relation de ravissement que vous allez faire entre vous, où chacun apporte à l'autre, de par sa singularité, ce qui va faire force commune, coopération, et qui va être indispensable. Alors, le problème, c'est que pour arriver à créer cette capacité-là, il faut bien sûr... Alors, bon, j'essaye d'aller un peu plus vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais à partir de ce moment-là, le vrai problème, il est managérial. Il est quelle est la personne qui va être en situation de pouvoir favoriser cette singularité propre à chacun de vous et qui va favoriser ce comportement d'être ensemble et de coopérer. Eh bien, c'est une personne qui va jouer un rôle tout à fait particulier d'orchestrateur. Un peu comme dans la musique où vous avez des bois, des cuivres, des cordes, etc., avec des bruits différents, et qu'il faut harmoniser. C'est l'harmonisation qui va devenir l'élément clé. L'harmonisation va l'amener à aider chaque individu à développer sa singularité, alors que le groupe a tendance, parce que nous avons été malheureusement dans une école qui avait besoin de ça dans le taylorisme, une école de l'uniformité, où il fallait être comme les autres. Alors que ce qui est intéressant dans cette coopération, c'est parce qu'on est différent des autres que la coopération a lieu et que la création a lieu. Hein ? Et donc cette dimension créative, elle est liée au développement de cette singularité que l'on va avoir en suscitant, bien sûr, les erreurs, apprendre de ces erreurs, mais aussi, avec une personne qui est de l'extérieur, va pouvoir les surligner, mais également de développer de l'échange entre pairs. Et quand vous n'avez pas le pair à l'intérieur, les pairs à l'intérieur du groupe, où vous pouvez
dire des choses que l'autre ne sait pas, vous faites appel. Vous pourriez le faire en tant que manager. Non, jamais. Il faut demander un expert. C'est d'ailleurs dans la famille. Qu'est-ce qu'on fait? Ceux qu'on écoute le plus dans une famille, c'est qui? Ben, c'est le frère ou la sœur. Et quand on n'a pas le frère et la sœur pour nous aider, est-ce qu'on va vers son père ou sa mère? Non. Avant le père et la mère, il y a le grand-père ou la grand-mère. C'est lui l'expert. C'est celui qui va apporter quelque chose tout en n'étant pas en situation hiérarchique par rapport à l'individu. Et donc, le problème de notre orchestrateur, c'est d'aider à trouver autour ceux qui vont apporter l'expertise, éventuellement, comme vous avez eu ce matin, des experts qui étaient à côté de vous. Et puis également, et c'est ça le fondamental, il est le catalyseur. Comme dans une réaction biologique, celui qui va favoriser l'échange entre les participants. Au même titre que vous, en tant qu'entrepreneur, vous allez faciliter, en tant que catalyseur, l'échange entre votre client et un expert qui n'est pas vous. Ce n'est pas vous le vendeur, vous venez en tant que vendeur avec un expert. Ou bien, la meilleure solution, c'est ce que nous développons dans notre propre entreprise, de dire le meilleur, c'est le pair du client, PAIR du client, c'est-à-dire l'entreprise concurrente du client ou qui travaille dans le même métier, mais qui se trouve ailleurs. Donc on va travailler par exemple avec un client en Suisse et celui qui est entrepreneur à Paris va venir avec son client de Paris en Suisse pour voir l'autre client et il va servir de catalyseur entre les deux clients. Car on s'est aperçu que c'est un petit peu comme aujourd'hui avec le monde Internet dans la restauration, c'est plus d'avoir une étoile au Michelin qui devient intéressant. C'est de savoir ceux qui ont été mangés dans ce restaurant, qu'est-ce qu'ils pensent sur Internet réellement de la qualité du restaurant en question. Un échange entre pairs devient un élément clé dans la société à venir. Ça, c'est un premier point qui est intéressant à développer. Alors, dans cette fraternité, bien sûr, le problème, c'est bien sûr de favoriser le voyage entre les gens à l'intérieur de la structure. Le seul problème que nous avons, c'est que cette fraternité que le manager catalyseur va essayer d'effectuer dans le groupe n'est possible que si le groupe est inférieur à 20 personnes. Le bon timing, le bon nombre, c'est l'équipe de rugby. C'est 15 personnes. Où là, les gens n'ont pas peur de s'exprimer devant les autres et d'exprimer leurs différences. Dès que le groupe devient un peu trop important, on n'ose pas s'exprimer. On n'ose plus s'exprimer. Et la fraternité n'a pas lieu. Donc, nous avons une petite entreprise de 3000 personnes qui ont 200 unités de 15 personnes, où celui qui joue le rôle de manager est celui qui va favoriser la fraternité au sein du groupe pour construire du vivre ensemble. Et qui leur permet d'ailleurs, quand ils font du don et du contre-don, il y en a un qui sait quelque chose, l'autre ne le sait pas, etc. Les échanges entre eux fait que ça fait diminuer le prix de revient. Donc on est un peu plus compétitif sur le marché du PIB, marché traditionnel. Et puis ça développe du fait qu'ils ont une capacité d'innovation collective, ça développe du PRB, c'est-à-dire des choses dans lesquelles ils vont vendre à leurs clients quelque chose de plus essentiel. Et cet essentiel, très souvent, c'est moins le produit lui-même que la façon de le faire, que l'humain. Un client qui, tout d'un coup, a une relation humaine, c'est un produit innovant, aujourd'hui. L'humain redevient un élément clé. Bon, allez, je suppose qu'en sortant d'ici, vous allez aller au café.
prendre un petit café à 2 €. Et il y a le serveur qui vous apporte le café qui vous dit c'est de temps. Ce n'est pas la même chose que si vous allez dans le café d'à côté et que là, il y a le serveur qui vous dit « Mais ça fait longtemps que je vous ai vu, vous étiez en vacances, qu'est-ce qui s'est passé, etc. » C'est 2,20 €. Dans quel café vous allez aller? Celui dans lequel vous avez le sentiment qu'il y a une relation humaine. Quand le client a été ravi, il dit « Mais c'est parce que l'autre m'a compris, puisque je ne lui avais même pas demandé, et il m'a donné ce que je voulais. » Et ça n'a pas de prix. Et ça, c'est du PRB, c'est du produit de rareté brute. Et donc, c'est cette dimension d'échange qu'il faut petit à petit constituer, parce que dans la dimension logique, proprement dit, l'ordinateur, l'intelligence traditionnelle va faire le boulot à votre place. Voilà, alors ça c'est pour expliquer. Alors bien sûr, il y a une troisième fonction à celui qui va jouer le rôle managérial, qui n'est pas très agréable, mais qui est nécessaire, c'est de jouer le rôle du chaman dans les sociétés primitives. C'est-à-dire celui qui joue le rôle... Allez, ici, il y a tout d'un coup un incendie qui se déclare, là, tout à fait au fond. Lequel d'entre vous se définit comme un chaman, c'est-à-dire celui qui va aller éteindre le feu, se faire griller le premier pour éteindre le feu avant tout le monde? C'est ça. Celui qui a le mauvais rôle. Et celui qui a le mauvais rôle, s'il y a un lien, un problème avec le client, c'est lui qui va jouer la roue de secours. S'il y a un problème, par exemple, dans un groupe, il y en a un qui n'est pas à la hauteur de la responsabilité qui est la sienne, le groupe veut s'en séparer, eh bien, le dire, c'est très difficile. Personne ne le dira. Ils le veulent implicitement, mais pas explicitement. Et celui qui va être le bouc émissaire, ça va être le catalyseur. Le problème, c'est que si vous jouez un rôle catalyseur au sein d'une équipe, vous ne pouvez pas donner votre avis dans l'équipe. C'est-à-dire que la décision stratégique collective, pour qu'il y ait une responsabilité qui ne soit plus une responsabilité seulement individuelle, mais qui soit une responsabilité collective, n'est possible que si celui qui joue le rôle de catalyseur ne rentre pas dans l'argumentation pour prendre la décision. Il est celui qui est extérieur, qui est là pour faciliter cette concertation et cette décision commune, mais lui, il n'est pas dans la décision. Pourquoi? Parce que cette personne-là va jouer un rôle non, comme représentant de cette structure au sein d'une unité supérieure. Dans une entreprise comme la mienne, nous avons des managers de territoire, dans lesquels plusieurs métiers, dans un territoire donné, vont pouvoir éventuellement travailler en commun, travailler en lien les uns avec les autres. Et à partir de ce moment-là, la décision collective qui va être prise au niveau supérieur, dans un espace-temps plus grand, si lui a donné son avis au sein de sa petite structure, les individus qui composent cette structure vont penser que quand il revient de cette discussion au niveau supérieur, cette discussion, il a donné prioritairement son avis et non pas l'avis du groupe. Donc il n'est pas décideur dans son groupe, il n'est que le représentant de son groupe. J'ai piqué ça, excusez-moi de vous dire, j'ai piqué ça chez les Iroquois. Vous connaissez le monde amérindien, dans lequel, à l'intérieur de la tribu, les gens font harmonie entre eux. Sinon, ils ne peuvent pas vivre ensemble sur un espace aussi fini que ça. Et donc, le seul problème, c'est qu'ensuite, ils se querellent avec la tribu d'à côté. Et donc, dans le monde iroquois, pour éviter qu'il y ait cette capacité de querelle intertribale et de guerre intertribale, on a mis une personne qui représentait la tribu auprès des autres tribus. Et c'est ces tribus qui ensuite faisaient une pacification sur un espace plus large. Et c'est ce qui a donné l'idée, lorsque le Royaume-Uni a voulu reprendre une partie des États américains, qui a donné l'idée de faire les États-Unis avec Washington. C'était parce qu'on était dans la même dimension. La seule façon de faire force, c'est de s'unir entre États. Et donc de monter une stratégie ascendante fédéraliste.
Voilà. Alors, tout ça pour vous dire que ce rôle de représentant n'est possible que s'il ne joue, il est seulement celui qui va aider à faire fraternité au niveau de son groupe et d'aider chacun à être en situation de singularité entre auto-entrepreneurs. Et à partir de là, eh bien, nous avons comme ça des stratégies qui pourraient être, alors là, je ne rentre pas dans le champ politique, hein, mais qui pourraient, si vous mettez 15 à la puissance 7, vous arrivez à plus de 4 milliards d'individus. Hein. Vous voyez à peu près comment on pourrait faire dans une société dans laquelle chacun devient un élément acteur, créateur de la société. Voilà. Alors, à partir de cette dimension, on s'est aperçu, bien sûr, qu'il faut en plus, et ça c'est un élément aussi, un élément extrêmement important, il faut des individus, excusez-moi, qui jouent le rôle du journaliste, c'est-à-dire qui vont faciliter, si vous voulez, l'échange entre les expériences les plus positives qui se passent à un certain niveau avec des expériences positives qui se passent ailleurs ou qui vont montrer tous les signaux négatifs permettant de ne pas refaire les mêmes erreurs que les autres. Hein. Et nous avons comme ça des animateurs journalistiques qui ont un rôle critique et un rôle d'information. Ça, c'est pour faire ce qui se fait dans le monde du vivant, du darwinisme, où l'homme d'aujourd'hui que vous êtes n'est absolument pas celui qui a existé tout au début quand il est passé de 4 pattes à 2 pattes. Hein. Aujourd'hui, on est des sapiens sapiens, mais on a eu bien d'autres avant, et c'est ce phénomène darwinien, hein, c'est-à-dire d'échange, qui devient un interréseau, qui devient important. Et donc, toute la difficulté du monde à venir, c'est bien entendu de favoriser plus seulement la dimension du savoir-faire, mais la dimension du savoir-être et la dimension du savoir-être ensemble. Alors là, on s'est aperçu, si vous voulez, que pour être, maintenant c'est trop tard pour vous. L'éducation du savoir-être devrait commencer avant l'éducation du savoir-faire. On a une école dans laquelle, naturellement, moi je suis particulièrement attentif, qui est la Sudbury Valley School à Boston, où les enfants sont entre 5 ans et 18 ans. Hein, on a des écoles démocratiques ici sur Paris où on voit des enfants qui s'amusent tout le temps et qui développent leur savoir-être qu'ils avaient jusqu'à 5 ans et qu'ils continuent à avoir par la suite parce qu'ils sont toujours curieux d'apprendre quelque chose. Et ces enfants-là, bien sûr, à partir de 18 ans, vont à l'université et là, ils sont systématiquement les premiers. Pourquoi ils sont les premiers ? Parce que ce sont des enfants qui savent poser des questions. Ils ont développé tellement de savoir-être qu'ensuite, ils vont, dès qu'il y a un problème, ils vont poser la question 10 fois pour que, éventuellement, jusqu'à temps qu'ils ont compris. La plupart des enfants, c'est peut-être pas vous, mais la plupart des enfants, au bout de la 3e question à leur professeur, s'arrêtent de la poser parce qu'ils ont peur d'apparaître comme des imbéciles. Alors que s'ils la posent 10 fois à leur voisin d'à côté, il n'y a pas de problème. Passer pour un imbécile auprès de son collègue, de son père, ce n'est pas la même chose que de passer pour un imbécile auprès de son père. Mais alors, ce qui est intéressant dans ce type de scolarité, et je le dis pour mes amis enseignants ici, ce qui est intéressant, c'est que, et ce qui est intéressant dans une boîte comme ça, où les gens échangent entre eux comme ça, c'est que celui auquel, et il y a des professeurs ici, je pense, dans la salle, moi-même j'ai enseigné à Paris 8, et la première chose, le problème que l'on a quand on dit quelque chose aux autres, c'est de se demander si on sait faire savoir. On a du savoir-faire, pas de problème, mais est-ce qu'on sait faire savoir ? Et on se pose la question à ce moment-là, si vous voulez, qui naturellement nous oblige à ne pas nous prendre la tête et le melon, et à se dire, nous aussi,
Il faut de l'humilité. Et c'est cette humilité qui est absolument essentielle dans le savoir-être. Et là, naturellement, bon, c'est un gars qui m'a mis ça, mais j'ai gardé parce que ça m'a fait amuser, hein, qui étaient les 5 dimensions importantes du savoir-être. Hein. Si on veut aller vite, on donne la priorité à la compétence, mais si on veut aller loin, on donne la priorité au comportement. Aujourd'hui, dans notre société, il y a 2 éléments essentiels dans le futur de notre société, qui est ce que fait le GIEC sur le climat. Hein, je crois qu'on est tous d'accord. Toute la dimension écologique est importante. Et le GIECO, c'est un groupe qu'on est en train de constituer, et qui, lui, est la même chose que le GIEC, mais sur le comportement. On a besoin, dans une société finie, comme est le globe terrestre aujourd'hui, la nécessité d'avoir un comportement en harmonie avec les autres. Le drame des gens qui sont passés de l'obéissance à la liberté, c'est que quand on prend comme ça quelquefois des individus qui viennent d'ailleurs et qui étaient dans l'obéissance et dans la servilité à leur patron, ou dans la servilité aux clients, ce que les clients n'aiment plus d'ailleurs. Eh bien, à partir de ce moment-là, ils veulent être libres, c'est-à-dire faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Et tout d'un coup, on leur apprend, nous, à prendre conscience que dans un groupe, dans une coopération, il y a des règles. Que si on était tous sur un bateau et qu'on fait une croisière, on ne finit pas la croisière si on ne pense pas aux autres avant de penser à soi. La recherche de l'harmonie au sein d'un groupe dans un monde fini est absolument essentielle. Et donc, à partir de ce moment-là, le vrai savoir-être, c'est de développer l'humilité, de développer l'empathie, mais de développer aussi la capacité de résilience, c'est-à-dire ce n'est pas parce qu'on s'est cassé la figure qu'on ne va pas à nouveau expérimenter, la vivacité, et en même temps cette capacité à entreprendre, c'est-à-dire passer d'une prise à l'autre. Et donc c'est avec ce savoir-être qu'ensuite on va pouvoir développer du savoir-faire. Et du savoir-faire ensemble. Voilà. Et donc, le problème que nous avons aujourd'hui aussi dans nos entreprises, c'est que vous sentez bien que quand on est sorti de l'esclavage, on s'est aperçu qu'on a développé, c'était en 1800, ça y est, j'ai perdu la date exacte, hein, la montre bracelet pour mesurer le temps. Et aujourd'hui, nous avons les outils qui nous permettent de mesurer le compte. Grâce à ces outils qui mesurent le compte, nous avons la possibilité de quand même garder la dimension de l'avoir à travers la dimension économique, qui consiste à ne pas être en dessous de 0, parce que quand vous êtes négatif, votre entreprise va disparaître. Votre emploi d'entrepreneur va également disparaître, ou votre emploi d'entrepreneur collectif dans le groupe, à travers votre économie collective, va disparaître. Donc nos salariés, on s'aperçoit qu'ils ont cette dimension d'être dans la mesure du compte, à la fois et individuel, mais surtout aussi collectif. Et c'est cette mesure du temps collectif, si vous voulez, qui va les amener, ce que j'ai entendu tout à l'heure à travers vos réflexions, à voir comment on corrige les choses. Et on les corrige aussi, donc, pas seulement dans la dimension humaine, mais également dans la dimension économique. Voilà. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est que très souvent, quand les gens sont dans la solidarité, ils sont dans le partage. Parce qu'il y a celui qui s'est cassé la figure, et bien celui d'à côté va l'aider, à condition que, psychologiquement, on reste dans une dimension particulière qui est l'être ensemble, c'est-à-dire l'être avec les autres. Le drame que nous avons, c'est qu'un certain nombre de gens rentrent et l'école les a amenés à l'anxiété. Ils ont le sentiment qu'ils ont peur d'entreprendre parce qu'ils vont... C'est tellement dangereux, etc. Et donc ils restent avoir besoin de suivre
ils sont dans une être comme les autres. Ils cherchent à être non pas eux-mêmes, mais comme les autres. Malheureusement, grâce à la compétition dans le monde éducatif, j'ai eu beaucoup d'amis qui sont sortis de l'ENA, moi je ne suis pas sorti, mais beaucoup d'amis qui sont sortis de l'ENA, et il fallait être le premier à l'ENA, il fallait être le plus fort, il fallait être le plus grand. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on veut être plus que les autres. Et pour être plus que les autres, nous apercevons que très souvent, les individus qui veulent être plus que les autres se mentent à eux-mêmes et mentent aux autres. Et quand ça ne va pas, quand il y a une faute, quand il y a, par exemple, ils se sont cassés la figure, ils ont appris, ils disent « c'est pas de ma faute, c'est de la faute au client, c'est de la faute aux outils, c'est de la faute au patron, c'est de la faute à tous, sauf à eux ». Est-ce que vous croyez que quelqu'un qui pense que c'est jamais de sa faute apprend? C'est tout le problème. Aider les individus à sortir de cette dimension d'être plus que les autres pour être seulement avec les autres. Voilà. Et c'est là le rôle du manager. Alors, 30 secondes seulement en plus. On a d'excellents, souvent, managers quand ils font ce métier, mais quelquefois, on en a qui ne sont pas bons. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne facilitent pas la querelle entre les pairs. Qui ne s'est jamais disputé avec ses frères et ses sœurs? Et c'est parce que vous vous êtes disputés que vous les aimez. C'est-à-dire qu'on sort d'un monde dans lequel on était binaire pour rentrer dans un monde ambivalent. Et de cette ambivalence, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de choses, mais je me suis aperçu que, par exemple, un microbe, dans un cas, ça peut être extrêmement dangereux, mais dans un autre cas, c'est un vaccin. Comme j'ai été président d'Europe-Tibet, je peux vous assurer que les Tibétains, sur leur plateau, ils n'ont jamais de microbes. Quand ils descendent en Inde, c'est une catastrophe. Alors que les Indiens, avec les mêmes microbes, ça fait vaccin. Merci. Alors, Michel, merci beaucoup d'être là. Au-delà de toutes ces théories qui sont vraiment brillantes, il y a deux choses que je tiens à vraiment rajouter sur Michel. La première, c'est que c'est concrétisé. Une entreprise de 3000 personnes qui incarne ça, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et on le voit bien dans les difficultés qu'on a dans une entreprise. Donc c'est pas juste de la théorie, c'est concrètement, ces managers, ils existent, cette entreprise qui existe depuis 1970, 1972, qui est montée à 1000 personnes en 2000 et 2000 personnes en 2007, 2010, maintenant 3000 personnes, donc qui croient de manière organique, de manière externe, et qui incarne ça déjà c'est bravo. Et aussi, Michel est très humble. Il ne parle pas de tout le réseau d'influence qu'il a. Tu as donné quelques exemples, mais c'est énorme. Et donc, je suis très content que tu sois là aujourd'hui. On a 5 minutes pour poser des questions. J'ai été impressionné par certaines des questions qui m'ont été posées par les étudiants ou à l'extérieur. Donc, lâchez-vous. Allez, 2-3 questions rapidement. Oui, je veux savoir ce que vous avez présenté, c'est ce qui a vous permis de construire votre groupe, ou c'est une théorie que vous avez construite au fur et à mesure du temps et qui finalement est aboutie maintenant dans un discours qui est parfait? Oui, c'est au fur et à mesure du temps. Au fur et à mesure du temps. Au départ, si vous voulez, mon influence était dans la subsidiarité, du mot subsidiarus, c'est-à-dire chez les Romains, les troupes qui étaient en réserve. Donc moi, je me mettais, si vous voulez, j'ai été complètement catastrophé, si vous voulez, par le procès d'Eichmann, commenté par Hannah Arendt, où il disait que je n'ai fait qu'obéir aux ordres d'Hitler. Donc, à m'obéir, pour moi, c'était une angoisse terrible. Des gens qui m'obéissaient, vous vous rendez compte? Et on voit bien quand on sort de l'éducation qu'ils avaient reçue, si vous voulez, en particulier, plus ils avaient été longtemps à l'école, et plus ils avaient tendance, si vous voulez, à développer un peu de servilité à l'égard de leur patron. Et donc là, ça me faisait peur. Quand j'ai été au service militaire, puisque à l'époque, comme j'étais ingénieur, j'avais fait les EOR, et le général avait mis inapte au commandement sur mon bulletin. Voilà. Et donc je travaillais dans la subsidiarité. Et alors, par la suite, j'ai eu cette chance, si vous voulez, d'être le premier en Europe, puisque j'étais député européen et je m'occupais de la science en Europe. Et je suis passé au CNRS, où Tim Buttersley venait d'inventer le World Wide Web sur un réseau militaire américain qui s'appelait ARPANET. C'était le monde Internet qui arrivait. Et naturellement, j'ai utilisé Internet. Et c'est parce qu'on a ces outils technologiques comme Internet
que l'on peut éventuellement développer des systèmes organisationnels dans lesquels on part de chaque individu et non plus à travers d'une uniformité interindividuelle. Est-ce que vous avez des difficultés à mettre en œuvre cette philosophie, parfois des personnes réfractaires à ce genre d'organisation? Oui, toutes celles qui viennent de l'extérieur, si vous voulez, ne sont pas dans cette pratique-là. Et c'est pour ça que vous avez un réseau de 600 journalistes à chaque niveau qui, eux, favorisent, si vous voulez, cette capacité d'échange à l'intérieur de l'entreprise. Il faut beaucoup, beaucoup voyager. La seule façon, si vous voulez, d'avancer vite, c'est de voyager parce qu'autrement, la tendance, c'est que quand ils ont besoin, très souvent, en tant que manager, d'être le leader. Et quand ils sont chefs, alors là, il faut des gens obéissants. Quand ils sont leaders, il faut des gens qui les suivent. Et quand ils sont catalyseurs, c'est là où les gens deviennent intra-entrepreneurs. En vous écoutant, ça fait écho aux organisations responsabilisantes du groupe Michelin. Vous y voyez des similitudes? Oui, il m'est arrivé de faire des conférences avec l'ancien président qui était tout à fait dans cette vision-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de la créativité si la créativité ne part que d'en haut. Elle doit partir de ceux qui sont en contact avec l'environnement extérieur, c'est-à-dire avec les clients. Et donc c'est cette dimension environnementale, si vous voulez, qui va favoriser le dépassement de la contrainte et c'est l'expression de cette liberté qui est à chaque fois le dépassement des contraintes. Et donc, chez Michelin, ça fonctionnait effectivement comme ça. Je ne sais pas si ça fonctionne maintenant comme ça, mais c'était comme ça, effectivement. Et les échanges étaient très, très positifs avec le groupe Michelin. J'en profite, juste une question. Comment ça se passe avec les clients qui sont ravis, comme tu l'as décrit, pour développer cette culture d'excellence et aussi avec les sous-traitants pour travailler sur cette dynamique-là qui est vraiment au cœur du thème d'aujourd'hui? Comment est-ce que ça se diffuse au-delà de ces personnes internes, de ces journalistes, au-delà de l'entreprise? Essentiellement par l'exemplarité. C'est l'exemplarité et la possibilité effectivement de dialogue. Et donc il faut toujours prendre conscience que ce qui est différent de nous va nous aider à mieux développer notre singularité. Et les clients tout d'un coup prennent conscience, si vous voulez, ah mais ça existe, ah mais voilà. Et c'est ça qui, petit à petit, amène, si vous voulez, à une transformation. Alors, sauf pour ceux qui sont vraiment très angoissés et qui, eux, ont tendance à vouloir revenir en arrière. C'est le problème dont... J'aime bien cette phrase comment dirais-je, excusez-moi, très, très, très succinctement, mais ça, c'est une phrase que j'aimerais que tout le monde garde dans ce contexte historique, c'est-à-dire quand on veut savoir où l'on va, on regarde d'abord d'où l'on vient. Puis après, il y a une autre phrase que j'aime beaucoup, c'est celle de Schopenhauer. Toute idée neuve est considérée comme ridicule. Dans un deuxième temps, on s'y oppose violemment. Et dans un troisième temps, on la fait sienne. Et donc, c'est la difficulté à chaque fois qu'on change un système dans son organisation, c'est qu'au départ, c'est très difficile. Et quand on a conscience que c'est ridicule, bon, pas très grave. Mais c'est quand on a les autres contre soi, là, ça devient plus ennuyeux. Je prends un petit exemple qui s'est passé. On a mis des ordinateurs très tôt à l'ensemble de nos salariés. Et les gars qui étaient en col bleu dans leur tête, quand ils allaient chercher des fournitures, etc., avec leur ordinateur, ils la planquaient dans leur voiture pour ne pas se faire ridiculiser par leurs collègues col bleu des autres sociétés. Et puis dans un deuxième temps, après, bien sûr, après, ils étaient au contraire ceux qui montraient leur ordinateur face aux collègues d'à côté qui n'en avaient pas. Mais dans un premier temps, ils les planquaient. Et le problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est qu'il ne faut plus qu'ils se planquent. Ok, super. Merci beaucoup, Michel.